5 jours après mon accouchement, j'ai ramené mon nouveau-né devant notre perron, n'espérant rien de plus qu'une douche chaude et mon propre lit. Au lieu de cela, des inconnus déchargeaient des cartons de déménagement dans mon salon. L'un d'eux m'a regardé avec une réelle sympathie et a dit doucement, « Madame, nous avons signé l'acte de vente de cette maison il y a 3 jours. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement pensé qu'il s'était trompé d'adresse. J'ai baissé les yeux sur la petite couverture rose enveloppant ma fille Léa. Puis j'ai regardé à nouveau la maison de style meulière à Saint-Germain-en-Laye. Les pots de fleurs que j'avais plantés chaque printemps étaient toujours posés à côté des marches du porche. Le carillon que ma mère m'avait offert il y a 20 ans pendait toujours à l'entrée. Tout ressemblait à la maison. Sauf que ce n'était plus le cas. « Je pense que vous avez fait une erreur », ai-je dit en ajustant Léa contre mon épaule. « Mon mari vit ici. » La femme plus âgée debout à côté du camion de déménagement a baissé les yeux. « Nous l'avons acheté à Julien Valois. » Mes genoux ont failli lâcher. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte. La clé ne rentrait pas. Un verrou tout neuf, un que je n'avais jamais vu auparavant. Un homme d'une 60aine d'années, probablement l'acheteur, s'est approché en portant un dossier. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit. Le notaire nous a dit que tout était finalisé. Il m'a tendu une copie de l'acte de vente. C'était bien là, notre adresse, la signature de Julien, et ce qui ressemblait étrangement à la mienne. Seulement, je ne l'avais jamais signé. Jamais. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber les papiers. Léa s'est agitée dans sa couverture et a émis un petit son endormi qui m'a en quelque sorte ramené à la réalité. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas pendant que je la tenais. Pas encore. J'ai appelé Julien, je suis tombée directement sur sa messagerie. Encore une fois, débranchée. J'ai envoyé des messages, rien. J'ai ouvert notre application bancaire. Le mot de passe avait été changé. J'ai essayé notre carte de crédit commune, refusée. J'ai vérifié le compte où nous avions épargné pendant 12 ans pour la retraite. Vide. Debout là, sur ce perron, encore douloureuse d'une césarienne d'urgence, j'ai réalisé quelque chose qu'il a fallu des semaines pour comprendre pleinement. Rien de tout cela n'était arrivé pendant que j'étais à l'hôpital. Cela s'était seulement terminé pendant que j'y étais. La planification avait commencé des mois auparavant. En y repensant, c'est la partie qui fait encore plus mal que tout le reste. Pendant ma grossesse, Julien avait été merveilleux. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Il n'avait jamais manqué un rendez-vous. Il me tenait la main lors de chaque échographie. Il me massait les pieds gonflés tous les soirs avec de la crème pendant que nous regardions des rediffusions de vieux films policiers. Quand j'avais mal au dos à 3 heures du matin, il se levait sans se plaindre et me préparait une infusion à la camomille. Il avait construit le berceau de Léa lui-même, peint la chambre d'un vert sauge doux parce que je n'arrivais pas à décider entre cela et le jaune pâle. Nos amis l'appelaient le mari de l'année. Parfois, je riais et j'étais d'accord. Maintenant, je me demande combien de ces soirées se sont terminées par lui envoyant des mails à un agent immobilier après que je sois allée me coucher. Combien de fois m'avait-il embrassé le front avant de transférer discrètement une autre partie de nos économies quelque part où je ne pouvais pas le voir? Combien de signatures avait-il pratiquées avant de falsifier la mienne? Ces réponses viendraient plus tard. Cet après-midi-là, tout ce que je savais, c'était que je n'avais nulle part où aller. Les acheteurs ont été plus gentils qu'ils n'auraient dû l'être. La femme a disparu à l'intérieur et est revenue en portant mon ancien sac à langer. J'ai trouvé ceci dans le garage, a-t-elle dit doucement. À l'intérieur, il y avait des couches, des lingettes, 2 biberons et un petit lapin en peluche. Rien d'autre. Tout ce que je possédais avait disparu. Les photos de famille, la courte pointe de ma grand-mère, mon album de mariage, même la chaise berçante que mon père avait construite avant de mourir. Je les ai remerciés parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Puis je me suis assise dans ma voiture avec Léa endormie dans son siège auto et j'ai pleuré si fort que ma cicatrice a commencé à me faire mal. Ma mère a répondu à la 2e sonnerie, Claire. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su, « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai plus de maison. » Silence, puis le calme,
la stabilité que seules les mères semblent capables de trouver. Rentre à la maison. Je ne sais même pas si je peux me permettre le trajet. Nous trouverons une solution. Non, je vais la trouver. Il y a eu une autre pause. Je sais que tu le feras, a-t-elle dit. Je suis allée chez un bijoutier au Vésinet. Le propriétaire était un homme âgé aux cheveux argentés avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. Il a examiné mon alliance pendant moins d'une minute. Je peux vous proposer 1100 €. J'ai acquiescé immédiatement. Il a eu l'air surpris. Vous ne voulez pas y réfléchir. Si j'y réfléchis, j'ai dit, je ne le ferai pas. Il a compris. Les gens de son âge comprennent généralement. Il a compté les billets avec soin. Avant que je parte, il a fait glisser un petit paquet de chiffons à polir sur le comptoir. C'est offert. C'était une si petite gentillesse. J'ai failli pleurer à nouveau. Conduire avec un nouveau-né après une chirurgie majeure n'était pas prudent. Mon médecin m'avait mis en garde contre cela. Orléans était à plus d'1 heure de route. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver en toute sécurité, alors j'ai décidé de prendre le car à la place. Le lendemain matin, j'ai garé ma voiture dans le parking de longue durée près de la gare routière de Paris. Léa a dormi pendant la majeure partie du trajet. Les bébés ont une façon de dormir à travers des désastres que les adultes n'oublient jamais. À l'intérieur de la station, les gens se dépêchaient, portant des sacs à dos, des tasses de café et des sacs de course. Personne ne remarquait la femme qui marchait lentement parce que chaque pas tirait sur des points de suture frais, sauf une personne. Un homme âgé se tenait près du guichet, fouillant chaque poche de sa vieille veste en toile. Je l'avais juste ici, n'arrêtait-il pas de dire. L'employé avait l'air épuisé. Je suis désolé, monsieur. Sans paiement, je ne peux pas délivrer le billet. Je comprends. Sa voix était calme, juste vaincue. Les gens derrière lui soupiraient d'impatience. Quelqu'un a marmonné, allez, avancez. Le vieil homme s'est écarté. Il avait l'air embarrassé, plus que fâché. J'ai vérifié mon portefeuille. 23 €. C'était tout ce qu'il me restait après avoir acheté mon billet. Assez pour des couches une fois arrivé chez ma mère, ou assez pour acheter le sien. J'ai fixé l'argent pendant ce qui m'a semblé une éternité. Une voix dans ma tête criait presque, « Claire, arrête. Ton bébé passe en premier. » Une autre voix a répondu tout aussi doucement. Et si c'était papa? Mon père était parti depuis 8 ans. S'il s'était jamais retrouvé bloqué quelque part, j'espérais que quelqu'un l'aurait aidé. Je me suis approchée du comptoir. Je vais payer son billet. L'employé a semblé soulagé. Le vieil homme s'est tourné vers moi. Non, a-t-il dit doucement. Vous avez un bébé. Je sais. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous ne me l'avez pas demandé. Il a souri. Pas un grand sourire, juste assez pour adoucir les rides profondes autour de ses yeux. Pendant que l'employé imprimait le billet, il a regardé Léa. Elle est magnifique. Merci. Quel est son prénom? Léa. Et le vôtre? Claire. Il a tendu la main. Sa poignée était chaude malgré l'air frais à l'intérieur de la station. Je n'oublierai pas votre gentillesse. J'ai souri poliment. Les gens disent des choses comme ça tout le temps. La plupart d'entre nous ne se revoient jamais. L'annonce de l'embarquement a résonné dans le terminal. J'ai pris Léa, ajusté le sac à langer, et j'ai commencé à marcher vers le car. À mi-chemin, j'ai regardé en arrière. Le vieil homme était toujours debout là où je l'avais laissé. Il a levé une main dans un salut discret sous les lumières de la station. J'ai fait un signe en retour. Puis je suis montée dans le car, croyant que je venais de dire au revoir à un étranger. Je n'avais aucune idée que ce simple moment deviendrait le tournant de toute ma vie. Au moment où le car est arrivé à Orléans, tout mon corps avait l'impression d'avoir subi une autre opération. Léa a dormi presque tout le trajet, ne se réveillant qu'une fois pour manger. Je l'enviais. Les bébés ne savent pas quand leur monde s'est effondré. Ils savent seulement s'ils ont chaud, s'ils sont nourris et s'ils sont tenus. J'aurais aimé que la vie reste aussi simple.
Ma mère, Martine, attendait devant la gare dans sa Peugeot vieille de 12 ans. Elle m'a repéré avant que je ne la voie. Dès qu'elle a remarqué le sac allongé suspendu à une épaule et l'épuisement écrit sur mon visage, elle s'est précipitée vers moi. Elle n'a pas posé une seule question. Elle a passé un bras autour de moi aussi prudemment qu'elle le pouvait sans heurter ma cicatrice. Oh, ma chérie. C'était tout. Pas de sermon. Pas de je t'avais prévenu. Juste ces quelques mots. Parfois, c'est assez pour maintenir une personne debout. La petite maison de plain-pied de maman n'avait pas beaucoup changé depuis la mort de papa. La même girouette tournait paresseusement dans le jardin. Le même fauteuil bleu délavé se trouvait à côté de la fenêtre du salon où papa lisait le journal du dimanche. Seulement maintenant, il était couvert de couvertures de bébé pliées. Elle préparait la première visite de Léa depuis des semaines. Aucune de nous n'imaginait que cela deviendrait notre nouveau foyer. Cette première semaine a été un flou total. Nourrir Léa. Changer les couches. Prendre des analgésiques. Essayer de ne pas pleurer là où maman pourrait me voir. Dormir pendant 45 minutes. Recommencer. Un après-midi, j'ai surpris maman assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune. Elle additionnait des chiffres avec une vieille calculatrice. Quand elle m'a remarqué, elle a discrètement retourné la feuille. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, rien. » J'ai souri faiblement. « Tu n'as jamais été douée pour faire semblant. » Elle a soupiré. Je calculais combien de temps ma pension de retraite pourrait couvrir les courses pour 3 personnes. Cela m'a brisé plus que de perdre la maison. Ma mère avait travaillé 38 ans comme secrétaire d'école primaire. Elle méritait une retraite paisible. Au lieu de cela, à 69 ans, elle se demandait comment faire durer la soupe en conserve et les légumes surgelés parce que sa fille n'avait nulle part ailleurs où aller. Je vais retourner travailler. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu peux à peine monter les marches du perron. Je trouverai une solution. Tu viens de subir une chirurgie majeure. Je sais que tu as un nouveau-né. Je sais. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Pour une fois dans ta vie, Claire, laisse quelqu'un d'autre te porter pendant un petit moment. Je le voulais. Je ne savais juste pas comment. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Maître Lefebvre. Une amie de la paroisse de maman l'avait recommandé. Le bureau de Maître Lefebvre donnait sur la place du Martroi dans le centre d'Orléans. Elle ressemblait exactement à ce que l'on attend d'une avocate avec 40 ans d'expérience. Carré gris, chaussures confortables, regard vif. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais tout. Puis elle a ouvert un bloc-notes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai ri. Je suppose que la bonne nouvelle vient en premier. En effet. Elle a souri. Je pense que votre mari a commis plusieurs délits graves. J'ai cligné des yeux. Et la mauvaise nouvelle. Prouver cela ne sera pas rapide. Elle a expliqué que celui qui avait géré la vente s'était appuyé sur des documents semblant porter mon autorisation. Certaines signatures semblaient suspectes. D'autres avaient probablement été copiées électroniquement. La vente elle-même peut être difficile à annuler, a-t-elle dit prudemment. Les nouveaux propriétaires semblent avoir acheté de bonne foi. Donc ce sont des victimes aussi. J'en ai bien peur. Je me suis frotté le front. Alors, Julien sentir comme ça. Non. Elle s'est penchée en avant. Mais nous devons prouver l'intention, la fraude, et où l'argent est allé. Puis elle a posé une question qui m'est restée à l'esprit. Claire, pendant votre grossesse, votre mari vous a-t-il déjà demandé de signer des piles de paperasse? J'y ai réfléchi. Des formulaires d'assurance, des dossiers d'admission à l'hôpital, des documents de congé, des mises à jour d'assurance prêt, des bénéficiaires d'assurance vie. Il y en avait eu des dizaines, peut-être des centaines. Je signais tout ce qu'il mettait devant moi. Maître Lefebvre a hoché la tête lentement. J'espérais que vous ne diriez pas cela. La semaine suivante est devenue une étrange routine. Chaque matin, je nourrissais Léa. Maman la berçait pendant que je rassemblais la paperasse, les déclarations de revenus,
les relevés de retraite, les anciens documents de prêt, les dossiers hospitaliers, tout ce que maître Lefebvre demandait. Plus nous creusions, pire c'était. L'argent n'avait pas disparu du jour au lendemain. Il s'écoulait depuis des mois. 5 000 ici, 8 000 là. Toujours expliqué par Julien comme des ajustements de marché, des investissements temporaires, des fonds déplacés pour de meilleurs intérêts. J'avais cru chaque mot, pas parce que j'étais sotte, parce qu'il était mon mari. Un jeudi après-midi pluvieux, maître Lefebvre a appelé. J'ai trouvé quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Quoi? La maison n'a pas été mise en vente après votre accouchement. Ah bon? Elle a été mise sur le marché presque 3 mois plus tôt. J'ai arrêté de respirer, 3 mois. C'était au moment où Julien insistait pour que j'arrête de vérifier nos finances parce que le stress n'était pas bon pour le bébé. C'était quand il avait commencé à m'apporter le petit déjeuner au lit. C'était quand il avait commencé à dire à tout le monde, ma femme mérite de se détendre. Je suis restée assise là à regarder par la fenêtre de la cuisine pendant que la pluie coulait sur la vitre. Rien n'avait été spontané. Il n'avait pas craqué. Il n'avait pas paniqué. Il avait planifié chaque étape tout en prétendant m'aimer. Cette réalisation faisait bien plus mal que l'infidélité. 2 semaines après avoir acheté le billet de car du vieil homme, quelqu'un a frappé à la porte de maman. Elle a regardé par la fenêtre. « Claire, il y a un monsieur âgé qui demande après toi. » J'ai ouvert la porte. C'était lui. La même veste en toile, la même valise usée, le même sourire doux. Pendant 1 seconde, je n'ai pas pu le situer. Puis j'ai remarqué ses yeux. La gare routière. Il a hoché la tête. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, il a tendu une enveloppe. Je suis venu rembourser ce que vous avez dépensé. J'ai ri doucement. Vous avez fait tout ce chemin pour 23 €. Non, il a souri. Je suis venu parce que ma femme aurait été très déçue si je ne vous avais pas remercié correctement. Sa voix s'est brisée très légèrement quand il l'a mentionné. Je me suis écartée. Voulez-vous un café? J'aimerais beaucoup. Maman avait déjà lancé une nouvelle cafetière. En quelques minutes, nous étions tous les 3 assis autour de sa vieille table de cuisine en chêne. Hubert admirait Léa dormant dans son couffin portable. Elle est magnifique. Merci. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une petite photographie. Une femme souriante aux cheveux argentés se tenait à ses côtés sur le bord d'un lac. Ma Marguerite. Vous avez été mariée longtemps, 52 ans. Je suis désolée. Moi aussi. Pendant un moment, nous avons simplement discuté. Rien d'extraordinaire. Le jardinage, les hivers dans le Loiret, les cafétérias d'hôpitaux, la vie. Il n'a jamais mentionné l'argent. Moi non plus. Puis des phares ont balayé la fenêtre de la cuisine. Une berline noire luxueuse s'est garée dans l'allée. Une autre s'est arrêtée derrière elle. Maman a froncé les sourcils. Tu attendais de la visite. Hubert a calmement posé sa tasse de café. Je suppose qu'ils m'ont enfin trouvé. Avant que je puisse demander ce qu'ils voulaient dire, 2 hommes en costume sont montés sur le perron. L'un d'eux s'est précipité vers la porte dès que je l'ai ouverte. Le soulagement a inondé son visage. Vous voilà, monsieur Fontenoy. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le plus jeune homme avait l'air embarrassé. Nous essayons de vous joindre depuis des jours. Votre fille est morte d'inquiétude. Hubert lui a adressé un sourire d'excuse. J'imagine qu'elle l'est. Le second homme a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers Hubert. La réunion du conseil d'administration a déjà été reportée. Conseil d'administration. J'ai regardé d'un visage à l'autre. Hubert s'est levé lentement. Il s'est tourné vers moi avec une expression entre la gratitude et le regret. J'ai bien peur de n'avoir pas été tout à fait honnête. Vous avez dit que quelqu'un avait volé votre portefeuille. C'est le cas. Vous avez dit que vous voyagiez seul. C'était vrai. Alors il a souri doucement. J'ai simplement oublié de mentionner que ma famille possède les industries Fontenoy. Je l'ai dévisagé.
Tout le monde en France connaissait ce nom. Des usines, des bourses d'études, des hôpitaux, des milliers d'employés. Le vieil homme calme assis dans la cuisine de ma mère n'était pas seulement riche. Il était l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays. Il m'a regardé de la même façon qu'à la gare routière. Pas fier, pas embarrassé, juste sincère. Puis il a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je ne suis pas venu ici pour changer votre vie avec de l'argent. Il a fait une pause. Je suis venu vous demander si vous me laisseriez vous aider à reprendre votre vie en main. Je n'ai pas répondu à Hubert tout de suite. Pas parce que je n'étais pas reconnaissante, parce que j'avais peur. J'avais passé les 2 dernières semaines à apprendre ce que l'on ressent quand le sol se dérobe sous vos pieds. Quand quelque chose d'incroyable atterrissait devant moi, chaque instinct me disait de le remettre en question. Je n'ai pas besoin de charité, j'ai fini par dire. Hubert a souri presque comme s'il s'était attendu à cette réponse. Je ne vous respecterai pas si vous en aviez besoin. Il a regardé autour de la modeste cuisine de ma mère avant de continuer. Ma femme disait toujours que les personnes les plus difficiles à aider sont celles qui le méritent le plus. Maman a ri doucement. Votre femme semble être le genre de personne qui se serait bien plu ici. Hubert a ri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Oh, Marguerite aurait adoré cette cuisine. Ce petit moment a brisé la tension. Puis Hubert a fouillé dans son porte-documents en cuir et a fait glisser une carte de visite sur la table. Pas un chèque, pas d'argent liquide, juste un nom. Monsieur Girard, consultant financier judiciaire. J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un, a dit Hubert. Vous déciderez de ce qui se passera après cela. J'ai regardé maman. Elle a fait un tout petit signe de tête. D'accord. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée assise dans une salle de conférence surplombant Paris. Monsieur Girard ressemblait plus à un comptable retraité qu'à quelqu'un qui démêle des crimes financiers. Veste de sport grise, lunettes de lecture, tasse de café qui disait « le grand-père le plus correct du monde ». Il a souri chaleureusement. Claire, monsieur Fontenoy m'a demandé de revoir vos dossiers. Je ne veux pas que quelqu'un fasse quoi que ce soit d'illégal. Il a presque eu l'air offensé. Ma chère, j'ai passé 40 ans à mettre des gens en prison pour des choses illégales. Cela a provoqué mon premier rire sincère depuis des semaines. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons étalé des documents sur la table de conférence. Relevé bancaire, paperasse de prêt immobilier, formulaire d'admission à l'hôpital, relevé de retraite. Monsieur Girard parlait rarement. Il surlignait simplement des dates avec un marqueur jaune. Enfin, il s'est penché en arrière. Ce n'était pas impulsif. Je sais. Non. Il a tapoté la chronologie. Je veux dire, cela a commencé il y a près de 9 mois. 9. Il a hoché la tête. Le premier transfert suspect a eu lieu 3 jours après que vous ayez annoncé la grossesse en ligne. La pièce a soudainement semblé plus petite. Je me souvenais parfaitement de cette soirée. Nous avions fêté cela avec des plats à emporter de notre restaurant préféré. J'avais posté une photo d'échographie sur Facebook. Julien avait porté un toast avec du jus de pomme pétillant parce que je ne pouvais pas boire de vin. Apparemment, cette même semaine, il avait ouvert un compte professionnel séparé. Au cours du mois suivant, d'autres personnes ont discrètement rejoint l'enquête. Un avocat spécialisé en droit immobilier à la retraite, un spécialiste des documents numériques, Maître Lefebvre. Personne n'a promis que nous gagnerions. Cela m'a en fait donné plus confiance en eux. Chaque réunion se terminait de la même façon. Nous avons besoin d'une autre pièce. Nous sommes proches. Ne vous précipitez pas. C'était frustrant. Certains matins, j'avais envie de hurler. Au lieu de cela, je pliais le linge du bébé, changeais les couches, apprenais à calmer Léa pendant ses coliques tout en répondant à des questions sur les virements bancaires. La vie est devenue étrangement divisée entre la maternité et la paperasse juridique. Un après-midi, Monsieur Girard a appelé, « J'ai besoin de vous à Paris ». Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. Quand je suis arrivée, il a projeté une chronologie sur un grand écran. Des lignes de couleur reliaient des dizaines de transactions. Rouge, bleu,
vert. Voilà ce que votre mari a réellement fait, a-t-il dit calmement. Il avait lentement déplacé l'argent vers des comptes d'investissement fictifs, contracté des prêts sur des actifs dont je n'avais jamais connu l'existence, caché des pertes à d'anciens clients, utilisé nos économies de retraite pour couvrir ces pertes. Vendu la maison pour empêcher les créanciers de trouver la valeur nette. L'infidélité. Monsieur Girard a semblé presque agacé. Honnêtement, Claire, la maîtresse était probablement l'erreur la moins coûteuse qu'il ait faite. J'ai fixé l'écran. Pendant des mois, j'avais imaginé Julien détruisant notre mariage parce qu'il en aimait une autre. Maintenant, je réalisais quelque chose d'encore plus laid. Il aimait l'argent plus que l'une ou l'autre d'entre nous. Hubert appelait tous les dimanches soirs, jamais pour poser des questions sur le procès, jamais pour discuter des preuves, seulement pour poser une question. Comment va Léa? Parfois, il faisait des grimaces ridicules lors d'un appel vidéo. Ma fille gloussait. Il souriait comme s'il avait gagné à la loterie. Un dimanche, il a fièrement annoncé qu'il avait appris à installer un siège auto. Sa fille ne lui faisait apparemment pas confiance. Je l'ai installé à l'envers. J'ai ri. Je me demandais pourquoi le bébé avait l'air si surpris. Même maman a ri à cela. Ces petites conversations me rappelaient que tous les hommes âgés ne disparaissaient pas quand la vie devenait inconfortable. Certains restaient. Début octobre, nous pensions avoir assez de preuves pour demander une ordonnance d'urgence gelant les actifs restants de Julien. Maître Lefebvre m'a prévenu de ne pas célébrer. Le juge pourrait en vouloir plus. Je comprends. Ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Je suis entrée à l'audience convaincue que la justice arrivait enfin. 43 minutes plus tard, nous avions perdu. Le juge a rejeté la demande d'urgence. Pas parce qu'il croyait Julien, parce que les preuves, bien que troublantes, n'étaient pas assez complètes pour cette ordonnance spécifique. À la sortie du tribunal, les journalistes ont entouré Julien. Il a souri. Il a vraiment souri. J'ai toujours cru que la vérité éclaterait, leur a-t-il dit. Je me tenais à 6 mètres de là, tenant la mallette de mon avocate pendant que les photographes prenaient des clichés. Pour quiconque regardait, on aurait dit qu'il avait gagné. Le trajet de retour vers Orléans a été l'heure la plus longue de ma vie. Personne n'a parlé. La pluie tapait doucement contre le pare-brise. À mi-chemin, j'ai chuchoté, et si c'était tout? Maître Lefebvre a gardé les yeux sur la route. Ce ne l'est pas. Et s'il s'en sortait avec tout? Elle n'a pas répondu parce qu'elle ne pouvait pas honnêtement promettre le contraire. Ce soir-là, après que maman soit allée se coucher et que Léa se soit enfin endormie, je me suis assise seule sur le porche arrière. L'air d'octobre portait l'odeur des feuilles mortes. Hubert est sorti discrètement avec 2 tasses de chocolat chaud. J'ai deviné que vous ne dormiriez pas. Je me sens stupide. Vous ne l'êtes pas. Je lui ai fait confiance. Vous l'avez aimé. C'est la même chose. Non. Il m'a tendu une tasse. Ce sont 2 choses très différentes. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Enfin, j'ai dit les mots que j'essayais de ne pas penser. Peut-être que je devrais arrêter. Il a eu l'air sincèrement confus. Arrêter quoi? Le procès, l'enquête, tout. Je suis fatigué. Hubert a hoché la tête lentement. Je sais. Puis il a dit quelque chose de si simple que je ne l'ai jamais oublié. Claire, si vous abandonnez parce que vous êtes épuisée, il passera le reste de sa vie à croire que les gens honnêtes finissent toujours par abandonner. J'ai regardé ma tasse. Je ne sais pas si je suis assez forte. Il a souri. J'ai enterré l'amour de ma vie. Je vous promets que la force n'est pas quelque chose avec lequel on se réveille. C'est quelque chose que l'on découvre parce qu'abandonner fait encore plus mal. 3 soirs plus tard, Maître Lefebvre a appelé. Pouvez-vous venir à mon bureau demain à la 1re heure? Il s'est passé quelque chose. Oui. En bien ou en mal? Je ne sais honnêtement pas encore. Le lendemain matin, une femme était déjà assise dans la salle de conférence de Maître Lefebvre. Maquillage parfait, sac à main de créateur, yeux rouges. Je l'ai reconnue immédiatement d'après les photographies.
Vanessa, la petite amie de Julien. Elle s'est levée maladroitement. Je ne suis pas ici parce que je suis une bonne personne. J'ai apprécié l'honnêteté. Je suis ici parce que Julien m'a menti à moi aussi. Personne n'a parlé. Elle a lentement posé une clé USB sur la table, puis une autre, puis une épaisse enveloppe. Je pensais qu'il était divorcé. Il m'a dit que votre mariage s'était terminé il y a des années. Elle a dégluti difficilement. Il m'a aussi convaincu d'investir près de 400 000 euros. Maître Lefebvre a levé les yeux brusquement. Quoi? Vanessa a hoché la tête. Il a volé cela aussi. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait des courriels imprimés, des confirmations de virements bancaires, des contrats immobiliers, des enregistrements vocaux, même des notes manuscrites que Julien avait prises pendant des réunions. Monsieur Girard a feuilleté les 12 premières pages, puis les 12 suivantes. Ses sourcils montaient de plus en plus haut. Enfin, il a regardé Maître Lefebvre, puis moi. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Pour la première fois, a-t-il dit calmement. Je pense que nous avons enfin tout ce qu'il faut. Le tribunal de Versailles n'avait jamais paru aussi intimidant. J'avais travaillé dans des hôpitaux pendant plus de 20 ans. Je pouvais rester calme pendant des accouchements d'urgence, réconforter des familles effrayées et prendre des décisions de vie ou de mort sans paniquer. Mais en franchissant les portes de ce tribunal ce matin-là, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le sac à langer de Léa. Elle avait 4 mois à l'époque, mâchouillant joyeusement le coin d'un jouet de dentition comme si c'était un mardi ordinaire. Je l'enviais. À l'extérieur, des camions de télévision bordaient le trottoir. La plupart n'étaient pas là pour mon divorce. Ils étaient là parce que la nouvelle s'était répandue que des enquêteurs fédéraux avaient commencé à examiner plusieurs comptes d'investissement de Julien. Apparemment, une fois qu'un fil commençait à se découdre, beaucoup de gens réalisaient qu'il tenait le même pull. Maître Lefebvre s'est penché vers moi avant d'entrer dans la salle d'audience. Encore une chose. Quoi? Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ne réagissez pas face à Julien. Je ne le ferai pas. Je suis sérieuse. Je sais. Il essaiera probablement. Elle avait raison. Dès que Julien est entré, il a souri. Pas chaleureusement, pas tristement. Le genre de sourire que quelqu'un porte quand il est convaincu d'être toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Il paraissait plus mince que dans mes souvenirs. Son costume de luxe bleu marine avait probablement coûté plus cher que ma première voiture. Vanessa est arrivée quelques minutes plus tard avec son propre avocat. Elle n'a même pas regardé Julien. Il l'a remarqué. Son sourire s'est un peu estompé. Cette petite fissure m'a donné plus de confiance que prévu. L'audience a duré presque 6 heures. Au début, cela semblait douloureusement ordinaire. Arguments juridiques, motions de procédure, questions sur les registres de propriété, dates, virements bancaires, dépôts de société. Puis, Monsieur Girard a pris la parole. Le voir témoigner m'a rappelé pourquoi Hubert lui faisait confiance. Il n'était pas théâtral. Il n'était pas en colère. Il expliquait simplement les chiffres, un tableau à la fois. Ce transfert a eu lieu le 14 janvier. Ce compte a été ouvert sans que Madame Valois en soit informée. Les fonds ont transité par 3 entités distinctes avant de revenir sous le contrôle de Monsieur Valois. Même le juge s'est penché en avant. Monsieur Girard n'exagérait jamais. Il n'avait pas besoin de le faire. Les faits sont persuasifs quand ils sont organisés. Vint ensuite la directrice de l'agence immobilière. Elle a admis que Julien avait insisté pour gérer presque toute la communication lui-même. Il prétendait que je me remettais de complications de grossesse et que je ne voulais pas être dérangée. Avez-vous personnellement parlé avec Madame Valois? A demandé Maître Lefebvre. Non. Avez-vous vérifié son identité? Nous nous sommes appuyés sur des documents notariés. A-t-il été déterminé plus tard que ces documents contenaient des signatures falsifiées? Oui. La salle d'audience est devenue nettement plus calme. La directrice avait l'air sincèrement embarrassée. J'aurais aimé que nous le remarquions. Je vous crois, a répondu Maître Lefebvre. Pas d'esclandre, juste la vérité.
À l'heure du déjeuner, Julien semblait mal à l'aise pour la première fois, pas effrayé, juste irrité, comme si la journée ne se déroulait pas selon son planning. Puis, l'inspecteur chargé de l'enquête a témoigné. Il a expliqué que son unité des crimes financiers avait commencé à examiner de multiples plaintes impliquant les pratiques d'investissement de Julien, d'anciens clients, des fonds de retraite, des comptes mal présentés. Le juge a haussé un sourcil. Cette enquête est en cours. Oui, monsieur le juge. Indépendamment de la procédure d'aujourd'hui. Exactement. Julien a chuchoté quelque chose d'urgent à son avocat. Son avocat n'a pas répondu. Après une courte suspension, Maître Lefebvre a appelé Vanessa. Elle a marché lentement vers la barre des témoins. Pendant une fraction de seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Elle avait l'air épuisée. La confiance polie que j'avais vue sur ses anciennes photos de réseaux sociaux avait disparu. Elle a répondu directement à chaque question. Monsieur Valois vous a-t-il dit qu'il était divorcé? Oui. L'avez-vous cru? Oui. Pourquoi? Il m'a montré des papiers. Maître Lefebvre a brandi un document. Étaient-ce ces papiers? Oui. Monsieur Girard a confirmé plus tard qu'ils avaient été fabriqués. Vanessa a pris une inspiration lente. Je n'avais pas de liaison avec un homme marié. Elle a jeté un coup d'œil vers moi pour la première fois. On me mentait. La salle est restée silencieuse. Elle a continué, il m'a convaincu d'investir près de 400 000 € dans ce qu'il appelait une opportunité privée. Avez-vous déjà récupéré ces fonds? Non. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Le jour où j'ai appris que Claire pensait toujours être mariée et heureuse. On pouvait presque entendre les gens bouger sur leur siège. Pas parce que Vanessa était devenue une héroïne, parce que tout le monde comprenait soudainement le mode opératoire de Julien. Différents mensonges, même victime. Maître Lefebvre a demandé la permission de faire écouter un dernier enregistrement. Le juge a accepté. La propre voix de Julien a rempli la salle. Claire, calme, assurée. Une fois que la vente de la maison est conclue, tout le reste devient plus facile. Une autre voix, celle de Vanessa. Et pour Claire? Julien a ri. Elle signe tout ce que je lui mets sous le nez. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a parlé. Pas même Julien. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air sincèrement effrayé. Le juge a ordonné une autre suspension. Pendant que tout le monde sortait dans le couloir, Hubert s'est assis discrètement à côté de moi. Il n'avait pas beaucoup parlé de la journée. Enfin, il a souri. Vous allez bien? Je pense que oui. Vous savez. Il a regardé vers Léa, dormant paisiblement dans les bras de maman. J'ai assisté à des centaines de conseils d'administration. C'est beaucoup plus stressant. J'ai ri. Je pensais que les grands patrons ne devenaient pas nerveux. Oh, Claire, il a souri. Nous sommes des professionnels. Nous faisons simplement mieux semblant. Cette petite plaisanterie a en quelque sorte desserré le nœud dans ma poitrine. Quand l'audience a repris, l'avocat de Julien a surpris tout le monde. Il a demandé un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles preuves présentées. Maître Lefebvre s'y est opposé. Le juge a rejeté la demande. Les preuves ont été dûment communiquées. Puis il s'est tourné vers Julien. Monsieur Valois, vous restez sous serment. Le juge a posé plusieurs questions lui-même. Des questions simples, directes. Où est allé le produit de la vente? Pourquoi les signatures ne sont-elles pas cohérentes? Pourquoi plusieurs comptes ont-ils reçu des transferts identiques? Julien répondait de moins en moins. Plusieurs fois, il a simplement dit, sur avis de mon avocat. Finalement, le juge a hoché la tête. Je comprends. Il comprenait plus que ce que Julien réalisait. Vers la fin de l'audience, le juge a regardé vers Maître Lefebvre. Votre cliente souhaite-t-elle faire une déclaration? Maître Lefebvre s'est tourné vers moi une seule fois. Pas de mots, juste un petit signe de tête. Je me suis levé lentement. Tous les regards dans la salle m'ont suivi. J'ai regardé Julien, puis Léa, dormant contre l'épaule de ma mère.
Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment. J'avais répété des discours colériques dans ma tête, pensé à exposer chaque mensonge. Au lieu de cela, rien de tout cela ne semblait plus important. J'ai pris une inspiration assurée. Le jour où notre fille est née, j'ai fait une pause. Tu croyais que j'avais tout perdu. J'ai regardé Léa à nouveau. La vérité est qu'elle était la seule chose qui valait la peine d'être gardée. J'ai laissé le silence s'installer avant de conclure. Tout le reste était remplaçable. Pas d'applaudissements, pas de cris dramatiques, juste le silence, celui qui remplit une pièce quand tout le monde sait déjà quel doit être le résultat juste. Le juge a ajusté ses lunettes et a commencé à lire ses conclusions. Il a statué que des preuves substantielles soutenaient les allégations de Claire concernant la fraude, la falsification et l'inconduite financière. Il a autorisé une large enquête financière, émis des ordonnances préservant les actifs contestés restants et a transmis les preuves clés aux autorités pénales compétentes pour une enquête plus approfondie. Julien est resté immobile. La confiance qu'il affichait en entrant dans la salle avait disparu. À la fin de l'audience, 2 enquêteurs qui attendaient à l'extérieur se sont approchés de son avocat et ont discrètement demandé à lui parler concernant l'enquête pour fraude en cours. Je ne suis pas resté pour regarder. Il n'y avait plus rien à prouver. Alors que nous marchions vers le parking, maman berçait doucement Léa, qui venait de se réveiller de sa sieste. Hubert m'a rattrapé. Alors, a-t-il demandé avec un sourire. Et si nous allions fêter ça? J'ai ri, au champagne. Il a eu l'air horrifié. Jeune dame, il a jeté un coup d'œil à Léa. Je pensais plutôt à des crêpes. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait plus doux que le passé. Les gens supposent parfois qu'une fois que l'on gagne au tribunal, la vie devient soudainement facile à nouveau. Ce n'est pas le cas. Les ordonnances judiciaires ne bordent pas un bébé dans son lit. Elles ne guérissent pas la trahison. Elles n'effacent pas l'habitude de chercher son téléphone avant de se rappeler qu'il n'y a plus personne à appeler. La vraie vie continue. Et vous aussi. Au printemps suivant, Léa tenait assise toute seule et essayait de ramper sur le tapis du salon de ma mère. Chaque matin, elle émettait un petit grognement déterminé, avançait de 5 centimètres, puis roulait sur le dos, l'air offensé que la gravité existe. Maman et moi applaudissions quand même. C'est bien ma petite fille. Elle riait, trop têtue pour abandonner. Je souriais chaque fois qu'elle disait cela. Peut-être que Léa tenait cela des 2 côtés de la famille, mais elle ne garderait que les bonnes parties. Le processus juridique s'est étiré sur des mois. Le divorce lui-même a été finalisé en premier. Puis sont venus les règlements financiers. Monsieur Girard et Maître Lefebvre m'avaient prévenu de ne pas attendre de miracle. Ils avaient raison. Une partie de l'argent avait disparu à jamais. Julien avait brûlé des sommes énormes en essayant de cacher d'anciennes pertes d'investissement bien avant que je ne découvre ce qu'il faisait. Pourtant, le tribunal a ordonné une restitution substantielle à partir des actifs restants. L'assurance a récupéré une partie de nos économies de retraite en raison de la fraude documentée. Plusieurs comptes gelés m'ont finalement été reversés. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. Assez pour louer un petit appartement à Versailles, à seulement 15 minutes de l'hôpital où je travaillais depuis des années. La première nuit où Léa et moi y avons dormi, l'endroit résonnait. Pas de photos au mur, pas de table de salle à manger, juste des meubles empruntés, un berceau et 2 chaises de jardin pliantes dans le salon. Maman a regardé autour d'elle et a souri. Tu sais quoi? Quoi? On s'y sent déjà plus en paix que dans cette grande maison. Elle avait raison. Le foyer n'avait jamais été une question de mètres carrés. Je l'avais simplement oublié pendant un temps. La vie de Julien a pris la direction opposée. Les autorités de régulation ont suspendu ses licences financières. Plusieurs anciens clients ont déposé des recours civils après avoir pris connaissance de l'enquête. Le procureur a fini par l'inculper de plusieurs chefs d'accusation liés à la fraude et à la falsification. Je n'étais pas dans la salle d'audience quand le procès pénal a commencé. Je ne voulais pas y être. Maître Lefebvre a appelé après. Il a reconnu sa responsabilité pour certains des chefs d'accusation dans le cadre d'un accord de plaidé coupable. J'ai fermé les yeux.
Pour combien de temps? La sentence sera prononcée plus tard. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis retourné donner des cuillerées de purée de patates douces à Léa. Curieusement, cela me semblait bien plus important. Vanessa m'a écrit une lettre, pas un mail, une vraie lettre manuscrite. Elle est arrivée environ 3 semaines après que le divorce soit devenu définitif. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, j'ai préparé un café, je me suis assise sur le porche et j'ai lu chaque mot. Elle ne demandait pas pardon. Elle ne le méritait pas. Elle admettait simplement qu'elle avait ignoré les signes avant-coureurs parce qu'elle voulait croire aux promesses de Julien. Elle avait vendu son appartement pour investir avec lui et avait presque tout perdu. Elle reconstruisait sa propre vie en travaillant à nouveau à plein temps et en aidant les enquêteurs chaque fois qu'ils le demandaient. Le dernier paragraphe m'est resté à l'esprit. Je ne peux pas effacer ce que j'ai aidé à vous faire subir. J'espère juste qu'un jour votre fille grandira en croyant qu'il y a plus de gens honnêtes que de malhonnêtes. J'ai plié la lettre et je l'ai placée dans un tiroir. Pas parce que je lui avais pardonné, parce que porter de la colère pour toujours aurait signifié que Julien m'avait volé autre chose. Je n'étais pas prête à lui donner cela. Hubert est devenu une partie régulière de nos vies. Chaque dimanche après-midi, il arrivait dans la même vieille camionnette qu'il avait insisté pour acheter après avoir pris sa retraite pour de bon. Son équipe de sécurité détestait ça. Lui, il adorait ça. Un après-midi, je lui ai demandé pourquoi il ne conduisait plus l'une de ses voitures de luxe. Il a souri. Cette camionnette rentre dans les places de parking des supermarchés. C'est un bon argument. Il étalait une couverture dans mon petit jardin et passait des heures à faire des bruits d'animaux ridicules pendant que Léa riait si fort qu'elle en avait le hoquet. Il n'essayait pas de remplacer le grand-père qu'elle ne connaîtrait jamais. Il était simplement lui-même. Cela s'est avéré être plus que suffisant. Un dimanche, il est arrivé avec un petit dossier bleu. « J'ai quelque chose pour vous. Si c'est de l'argent, je vous le rends. » Il a ri. Je savais que vous diriez cela. À l'intérieur se trouvait la paperasse établissant une fiducie pour les études de Léa. Les fonds ne pouvaient pas être touchés avant qu'elle n'atteigne l'âge universitaire. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Hubert, ce n'est pas de la charité. Il a doucement refermé le dossier. C'est quelque chose que Marguerite et moi voulions faire pour les enfants bien avant qu'elles ne s'éteignent. Vous m'avez juste rappelé de ne pas cesser de croire en l'humain. Je l'ai serré dans mes bras avant d'avoir pu y réfléchir à 2 fois. Il a maladroitement tapoté mon épaule. Je n'ai jamais été très douée pour les câlins, j'ai remarqué. Cet été-là, j'ai repris le travail à temps partiel en maternité. Retourner à l'hôpital m'a fait un effet étrange. Les infirmières se sont rassemblées autour de la poussette de Léa lors de ma première visite. Il y a eu des embrassades, des biscuits faits maison, beaucoup trop de ballons. Mon amie Denise m'a regardée et a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tu sais quoi? Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui a tout perdu. J'y ai pensé en enfilant ma blouse. Elle avait raison. Je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu un mariage bâti sur des mensonges. J'avais perdu une belle maison. J'avais perdu de l'argent. Mais j'avais découvert qui resterait encore à mes côtés quand tout cela disparaîtrait. Maman, Maître Lefebvre, Monsieur Girard, Hubert, de vieux amis qui se sont discrètement manifestés avec des plats préparés et des couches sans poser de questions. Ces gens sont devenus les fondations que Julien ne pourrait jamais détruire. Environ 1 an après mon arrivée chez ma mère avec Léa, nous sommes passés devant mon ancien quartier en rentrant d'un anniversaire. La maison en meulière était toujours là. Nouveau jardinage, nouveau volet, des vélos d'enfants appuyés contre le garage. Une jeune famille se l'était appropriée. Léa a pointé du doigt par la fenêtre de la voiture. Maison. J'ai souri. C'en est une. Elle n'avait aucune idée qu'elle y était née, et elle n'avait pas besoin de le savoir. Ce chapitre m'appartenait, pas à elle. J'ai continué à rouler sans ralentir, sans me demander ce qui aurait pu se passer, sans souffrir. En y repensant maintenant, je ne pense pas que l'achat de ce billet de car ait changé ma vie parce qu'Hubert était riche.
Je pense que cela a changé ma vie parce que cela m'a rappelé qui je voulais être au moment précis où j'avais toutes les excuses du monde pour devenir amer. Julien croyait que le monde appartenait aux gens qui mentaient, manipulaient et prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Il se trompait. En fin de compte, il a perdu bien plus qu'un procès. Il a perdu la chance de voir sa fille grandir entourée d'honnêteté, de rire et de gens qui s'aiment sans condition. Quant à moi, j'ai enfin compris quelque chose que mon père disait souvent. Une maison vous donne un abri, mais ce sont les personnes à l'intérieur et celles qui frappent à votre porte quand vous n'avez plus rien qui vous donne un foyer. Cette histoire nous rappelle avec force que la véritable richesse ne se trouve pas sur un compte bancaire ou dans la superficie d'une maison, mais dans la solidité des liens humains et la force de notre propre caractère. Claire a traversé une trahison inimaginable, au moment où elle était le plus vulnérable, juste après avoir donné la vie. On pourrait croire que tout s'est arrangé grâce à une rencontre chanceuse avec un homme fortuné, mais c'est un peu plus profond que cela. Si Claire n'avait pas eu la grandeur d'âme d'aider ce vieil homme à la gare, alors qu'elle-même n'avait presque plus rien, sa vie n'aurait jamais pris ce tournant. C'est sa générosité qui a ouvert la porte à son propre salut. Cela nous montre que même dans nos moments les plus sombres, rester fidèle à nos valeurs d'empathie et d'honnêteté est notre meilleure arme contre l'adversité. Le personnage de Julien, quant à lui, illustre la pauvreté de ceux qui ne vivent que pour l'apparence et le gain matériel. Il a tout sacrifié pour l'argent, pour finalement se retrouver seul et faire face à la justice, perdant ainsi le lien précieux avec sa fille. Cette histoire est une leçon de résilience et un hommage à toutes les mères qui trouvent la force de se relever pour leurs enfants. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où un acte de bonté désintéressé a complètement changé le cours de votre vie ou de celle d'un proche ? Partagez vos expériences dans les commentaires.